Bienvenue dans Les Voix de l'Art. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Daniel Soulier qui va vous raconter son parcours passionnant dans l'art, le patrimoine et l'archéologie. Cet entretien se déroulera en 3 parties. Tout d'abord, je vais vous poser des questions sur votre parcours, les missions que vous avez pu avoir dans le monde de la culture. Ensuite, vous nous présenterez une œuvre qui vous touche. Et enfin, nous parlerons d'un sujet d'actualité. Donc tout d'abord, on passe aux présentations. Quel diplôme ou formation avez-vous suivi pour entrer dans ce domaine ? Donc moi j'ai fait des études en archéologie histoire de l'art à Paris 4, à la Sorbonne au début. Donc j'ai passé le DEUG, la licence, ma maîtrise à Paris 4, à Panthéon-Sorbonne. Et ensuite, après mon année de service militaire, je me suis inscrit pour le DEA et le doctorat à l'université de Lille 3, Charles de Gaulle, donc en archéologie et civilisation de l'Antiquité. D'accord. Et donc vous avez suivi des spécialités, des options vraiment qui vous ont permis de vous spécialiser dans ce domaine ? Alors, à Paris 4, le système d'enseignement qu'on avait quand j'y suis entré, donc j'ai commencé en archéologie histoire de l'art en 78, un an après mon bac, j'ai d'abord fait un an d'anglais, et puis ensuite je me suis inscrit en archéologie histoire de l'art. À cette époque-là, pour avoir son DEUG, il fallait passer 12 unités de valeur qui étaient réparties sur l'ensemble des enseignements de la Sorbonne. Donc on avait 6 unités de valeur obligatoires en archéologie, histoire de l'art. C'était Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance, méthodologie, technique artistique, etc. Donc ça faisait 6 des 12 unités de valeur. Il y avait une unité de valeur obligatoire en histoire. Donc on pouvait prendre dans n'importe lequel des enseignements d'histoire de Paris 4. Il y avait une unité de valeur obligatoire en langue, et moi à l'époque où j'y étais, l'unité de valeur était obligatoire en allemand. Pour apprendre à se débrouiller dans un texte en allemand dans les domaines de l'archéologie et de l'histoire de l'art. À l'époque, c'était encore la langue qui était généralement partagée par tout le monde. Et ensuite, les 4 dernières unités de valeur, on les prenait où on voulait dans l'ensemble des enseignements de la Sorbonne. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre, on avait des UV optionnels en archéologie, histoire de l'art, ou on pouvait prendre des UV. Moi, j'ai pris une UV de littérature. On pouvait prendre. J'ai fait une deuxième UV d'histoire aussi à cette époque-là. Donc, on avait une formation relativement variée. Je dirais que l'intérêt de la formation universitaire, c'est qu'elle elle permettait une contextualisation relativement grande, puisqu'on faisait aussi de l'histoire, on pouvait faire de la géographie si on en avait envie, donc on pouvait vraiment approfondir dans différents domaines sur la période qui nous intéressait. Donc on se spécialisait après le DEUG. Quand on passait en licence, on avait 3 certificats de licence obligatoires, un certificat de licence en Antiquité, un certificat de licence en Moyen-Âge, un certificat de licence en moderne. Donc, on restait quand même sur quelque chose d'assez général, et c'est à partir de la maîtrise qu'on choisissait vraiment la direction dans laquelle on voulait aller. Donc, moi, en licence, par exemple, j'avais archéologie égyptienne pour l'Antiquité, j'avais pris art paléochrétien pour l'époque du Moyen-Âge, et en moderne, c'était un cours cette année-là sur la Grande Demeure à la Renaissance. Donc, j'avais passé ces trois domaines-là. Et c'est ensuite qu'on choisissait donc son domaine de travail et l'enseignant avec lequel on allait poursuivre. D'accord. Et je reviens juste sur l'allemand. C'est vrai que j'ai l'impression que même encore aujourd'hui, c'est assez utile pour l'archéologie, surtout pour l'égyptologie, dans la recherche. Il y a énormément d'ouvrages en allemand. Ça reste une langue d'archéologue. Oui. L'Institut archéologique allemand, il est présent partout, beaucoup plus que n'importe quel autre institut archéologique. Ils ont des sous. Tout simplement. Et l'Institut archéologique allemand, il est présent à Madrid, à Rome, à Bagdad, à Beyrouth, en Iran, en Égypte bien entendu, et dans toute une série d'autres pays. Il y en a en Amérique latine. Donc c'est un institut qui est très très présent et qui travaille dans beaucoup de domaines différents. Oui. C'est parce qu'ils ont des contrats spécifiques par rapport à ce que la France peut avoir ou... C'est presque dû à l'histoire. C'est l'histoire on va dire pendant très longtemps, c'est la France qui a dominé en Égypte, jusqu'à l'époque de la crise de Suez. La crise de Suez, on s'est placé aux côtés des Anglais contre les Égyptiens.
on a perdu. Et quand la crise de Suez s'est terminée, les étudiants égyptiens ont arrêté, ou plutôt on les a arrêtés, on les a empêchés de venir étudier en France ou en Angleterre, ils sont allés étudier en Allemagne. D'accord. Ce qui fait que toute une génération d'archéologues formés dans les années 60 et 70, c'est des gens qui parlent allemand et qui publient en allemand. D'accord. Et pas en anglais, ni en anglais ni en français. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un vrai changement. C'est moins le cas maintenant, mais à l'époque où moi je travaillais en Égypte, au début des années, milieu des années 80, le président du service des Antiquités parlait allemand et publiait en allemand. Il avait fait ses études en Allemagne et quand il venait nous voir, on parlait en allemand. Ouais, d'accord. C'est peut-être pour ça que ma mère voulait que je fasse allemand en primaire. Et donc, après ces études, vous avez commencé à travailler directement dans ce domaine ou comment vous êtes arrivé Ça a été plus compliqué. Disons, pour payer mes études, je faisais ce qu'ont fait beaucoup d'étudiants, je faisais des visites. Je travaillais pour 2-3 associations, donc je faisais des visites de musées à Paris ou d'expositions, et puis j'ai commencé assez vite, quand j'étais en maîtrise, si je me souviens bien, j'ai commencé à travailler avec des groupes en Égypte. Donc j'ai voyagé en Égypte en accompagnant des groupes, c'est-à-dire qu'on s'occupait de tout, depuis la distribution des chambres d'hôtel jusqu'aux visites qu'on faisait sur les sites. Pendant 3 semaines à chaque fois, donc c'était long, mais c'était assez formateur. Ouais. Ok. Mais pas rémunérateur. Ah oui, non, oui. On n'était pas payé. Ah, super. Donc ensuite, est-ce que vous pouvez décrire votre parcours professionnel jusqu'à présent, un peu l'émission? Alors, professionnel, on va dire, j'ai eu une première partie, on va dire, qui correspond aux 4 années où j'ai fouillé en Égypte. Donc, des campagnes de fouilles qui duraient 4 mois en moyenne, à l'époque où j'étais étudiant à Lille. Donc, retour de l'armée, je me suis inscrit pour le DEA et pour le doctorat. Pour le doctorat à l'université de Lille, parce que c'est l'université qui avait un chantier de fouilles en Égypte. Donc, j'ai pu partir pendant 4 campagnes, 86, 87, 88 et 90, en Égypte, donc 4 mois par an, en moyenne. Donc, ça a été une première expérience professionnelle dans le domaine de l'archéologie. Et puis, j'ai commencé vraiment à travailler quand je suis rentré de ma troisième campagne de fouilles en Égypte avec l'université. C'est au moment où se mettaient en place toutes les équipes qui allaient constituer l'essentiel du personnel du Louvre, 1 an avant l'ouverture de la pyramide. Donc moi, j'ai posé ma candidature, j'ai été pris. J'ai eu un rendez-vous le lendemain, j'ai signé mon contrat 2 jours après. Donc je suis rentré au Louvre en mai 88. Et je suis resté, on va dire, au Louvre jusqu'au 1er janvier de cette année, avec une interruption de 6 ans que j'ai passé au musée Guimet. Donc au Louvre, je suis rentré dans ce qui était à cette époque-là le service culturel, donc qui s'occupait de tout ce qui était médiation au sein du musée, donc les publications, les programmes de cinéma, une partie des programmes de l'auditorium, les colloques, et nous on était une petite équipe de 3 à s'occuper de la programmation des activités pour le public. Donc ateliers pédagogiques et visites conférences. Donc j'ai commencé avant l'ouverture de la pyramide à bâtir tous les programmes, et nos programmes se sont mis en place en avril 89. Du jour au lendemain, la RMN a cessé de programmer les activités du musée, et c'est le musée lui-même qui a repris en main sa programmation. Donc je me suis occupé vraiment de programmation de visites conférences dans, on va dire, un service, quel service pédagogique du musée, qui s'est appelé service culturel, puis direction des publics, etc. Donc a changé de nom, qui a évolué par la suite. Mais je me suis occupé de programmation d'activités pour le public pendant plus de 20 ans, de 1988 jusqu'en 2008, oui, pendant un peu plus de 20 ans. Et ensuite, j'ai évolué, c'est-à-dire j'ai arrêté la programmation des activités directement pour m'occuper de médiation muséographique dans le cadre de la préparation de l'ouverture du département des arts de l'islam. Donc j'ai travaillé sur toute la médiation écrite, les panneaux, les chronologies, la cartographie, les cartels du département des arts de l'islam pendant presque 2 ans, jusqu'à son ouverture, donc en fin 2012.
Par la suite, j'ai retravaillé sur un autre projet muséographique, mais qui a vu le jour de manière très différente, qui était le projet d'aménagement d'espace consacré à l'histoire du Louvre et à l'histoire des collections dans le pavillon Richelieu. Et ça a vu le jour, mais sous une forme différente, puisque moi, j'ai quitté le Louvre en 2014 pour partir au musée Guimet, où je suis devenu directeur du développement culturel et des publics. Donc je suis resté dans les mêmes domaines de la médiation, avec pareil, occupé aux expositions temporaires, mais aussi à toute la médiation des collections permanentes, l'auditorium, les programmes d'activité pour le public, les éditions du musée. Donc j'ai fait ça pendant 6 ans au sein du musée Guimet, et quand mes 2 contrats de 3 ans ont été terminés, j'ai récupéré mon poste au Louvre. Donc j'ai passé les 3 dernières années, donc à partir de 2020 jusqu'à fin 2024, les 4 dernières années, au musée du Louvre, où j'étais responsable ou chargé de validation scientifique à la direction du développement culturel et des publics. Donc je m'occupais en particulier de certains éléments du site internet et de toutes les publications pédagogiques qui étaient proposées aux enseignants et aux élèves au sein de la direction du musée. Et de nombreuses fiches d'œuvres à Et faire. des centaines et des centaines, presque 800 fiches d'œuvres quand j'avais des moments perdus. Et avant de partir au musée Guimet, ce dont vous vous occupiez, c'est l'actuelle salle Saint-Louis au niveau du Louvre médiéval. Non, c'est des espaces qui n'existent plus, mais il y avait eu un projet qui a été mis sur pied, mais qui a duré pendant quelques années seulement, d'installation d'espaces je dirais, de compréhension du musée. Il y avait la salle Saint-Louis et l'espace attenant au Louvre médiéval qui va vers les ascenseurs, qui était consacré vraiment à l'histoire architecturale du palais. Il y avait dans ce qu'on appelle la salle de la Chapelle, donc au premier étage à Sully, un espace qui était un espace de présentation des collections, l'histoire des collections, et il y avait au 2e étage, au-dessus, là où était à l'origine la collection Bestegui, un espace on va dire, de compréhension des métiers du musée, etc. Donc c'était une présentation assez générale de tout ce qui se faisait au Louvre, histoire du palais, histoire des collections, et présentation d'une actualité des collections. Donc j'avais travaillé sur le pré-projet pour ces espaces, mais ces espaces, ils ont été supprimés il y a déjà plusieurs années, donc ils n'ont pas existé pendant très très longtemps. Et ils ne prévoient pas de refaire Il y a un projet de réaménagement, de restructuration de secteurs consacrés à l'histoire du palais et à l'histoire des collections, mais de manière très différente. Dans ce que j'ai pu suivre du projet, ce sera réparti dans différents espaces du musée. Il y aura en gros un espace dans chaque département consacré au lieu et à l'histoire des collections. D'accord. Donc ensuite, je voulais vous demander quel était votre rapport avec l'histoire de l'art dans votre enfance, et si vous étiez vraiment disposé à l'égyptologie ou pas vraiment. Si j'avais ma mère était dessinatrice de mode. Donc je suis dans une famille où il y a eu, on va dire, des contacts avec le monde de l'art assez différents, mais anciens. J'avais un arrière-grand-père, qui n'était pas un vrai arrière-grand-père, mais disons que ma mère considérait comme son grand-père, qui était ébéniste au Faubourg Saint-Antoine, donc qui faisait de la restauration de meubles, du travail sur le mobilier ancien, mobilier 18e essentiellement et début 19e. Donc c'est lui qui lui avait appris à elle à s'intéresser en particulier au dessin. Maman était une très très bonne dessinatrice. On s'en était rendu compte quand elle était toute gamine, parce que quand elle était punie, on l'envoyait dans la cour de récréation, on lui demandait de dessiner le clocher de l'église qui était à côté, et elle revenait 5 minutes après avec un clocher parfaitement dessiné. Donc on s'était rendu compte qu'elle avait quand même une appétence pour ça, donc elle a fait des études pendant la guerre, pendant l'occupation. Elle est allée dans des écoles pour apprendre à dessiner, des cours de nu, des choses comme ça, donc pour apprendre à dessiner vite des silhouettes, et elle est entrée juste avant la fin de l'occupation, elle a dû rentrer en 1944, quelque chose comme ça, aux Galeries Lafayette. Et elle a travaillé on va dire, pour la direction de la mode des Galeries Lafayette.
Donc elle ne créait pas elle-même, elle a créé quelques modèles, mais son travail, c'était d'aller suivre les défilés de mode. À l'époque, on n'avait pas le droit de faire de photos pendant un défilé de mode. Elle allait dans les défilés de mode, elle apprenait, en gros, elle photographiait dans sa tête tous les modèles qu'elle voyait. Et quand elle ressortait, il fallait qu'elle les redessine très très rapidement. Donc, elle a fait ça pendant 15 ans. Donc on avait un bon coup de crayon et cette facilité-là. Et c'est vrai que tout gamin, moi j'ai dessiné avec elle différemment. Moi je construisais des villes, elle dessinait des modèles, mais très très vite on a dessiné, elle a poussé dans cette direction-là. Et très très vite, mais ça je ne saurais pas dire comment, ni à quel moment, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire et à l'archéologie. Ça a d'abord été l'histoire romaine, puis très très vite la Grèce et l'Égypte s'y sont joints. Je sais que j'avais à peine une dizaine d'années, j'avais déjà mes premiers bouquins d'archéologie romaine, grecque et égyptienne. Donc après, j'ai toujours continué dans cette idée-là. Ça a été les classes de 6e, où à l'époque, on avait un programme beaucoup plus lourd sur l'Égypte, la Grèce et Rome. Donc ça avait été vraiment une grande découverte. Et puis par la suite, j'ai toujours été intéressé par ça. Ça a été des visites de musées, ça a été des visites de monuments assez régulières. Ce qui fait que lorsque je suis arrivé au bac, alors, dans un premier temps, je me suis dit, c'est pas ça qui me permettra de vivre. Donc, j'ai commencé à faire un an d'anglais. Et puis, au bout d'un an d'anglais, je me suis rendu compte, un, que ça me plaisait pas, et deux, que j'avais pas le niveau. Donc, qu'il fallait faire autre chose. Et là, en discutant avec mes parents, ils ont accepté que je me lance dans la Sorbonne et dans les études d'archéologie et d'histoire de l'art. Et c'est vrai que là, j'ai trouvé vraiment ce que j'avais envie de faire. D'accord. Vous venez de Paris depuis toujours Oui, je suis né à Saint-Cloud. Donc il y a une offre culturelle assez riche. Voilà, il y a toujours eu beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on s'est installé, on a quitté Saint-Cloud en 70 et on s'est installé à Paris dans le 17e en 70. Et dès cette époque-là, le mercredi ou le week-end, régulièrement, on allait au musée avec ma mère dans un premier temps, avec des amis aussi. Et puis j'ai commencé à y aller seul assez vite. D'accord. Parce que c'est vrai que... on voit que la plupart des personnes en histoire de l'art ou dans le domaine sont vraiment fans de ça depuis toujours. Ah oui, depuis toujours. Je me souviens que c'était pareil. Mon premier exposé au CP, c'était sur les hiéroglyphes. Et c'est grâce à ma mère, du coup, qui suivait vos cours. Grâce aux sorties de cours où elle venait en poussette. Oui. J'ai même pu suivre les cours lorsqu'elle était enceinte. Eh bien oui. Oui, puisqu'elle venait. Retour sur votre carrière professionnelle, je voulais savoir quelles étaient vos missions, certaines missions bien précises sur lesquelles vous avez travaillé et qui vous ont particulièrement plu ou marqué dans votre carrière. Ça a été pendant très longtemps vraiment tout le travail de construction des programmes d'activité proposés au public. C'est-à-dire qu'on avait 3 trimestriels qui n'étaient pas des vrais trimestriels. Ça couvrait 3, 4 ou 5 mois, mais disons 3 programmations par an d'activités pour les enfants, pour les adultes et de ce qu'on appelait des cycles approfondis. Donc c'est tout le travail avec les conférenciers du musée où on bâtissait les cycles, où on réfléchissait ensemble sur qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on montre pas, pourquoi ça, pourquoi pas ça. Donc ça a été un vrai travail passionnant avec des gens qui étaient aussi des archéologues ou des historiens d'art. Il y a des gens que j'avais connus à la fac que je retrouvais là. Donc ça a été longtemps, ça a été plus de 20 ans. Et ça, c'est vrai que je me suis amusé et j'ai beaucoup aimé cette période-là. Ça a été le travail sur les arts de l'islam, qui a été vraiment super, parce que c'est une culture que je ne connaissais pas, ou très peu. Ce que j'avais lu dessus, mais j'ai jamais eu de cours ni d'enseignement. À Paris 4, il n'y avait rien sur l'islam. Il y avait des choses sur l'islam, mais dans les options, et ce n'est pas une des options que j'avais prises. Donc ça a été de travailler sur l'islam, et surtout de travailler vraiment à fond sur la présentation d'un département, de travailler sur la cartographie. J'ai passé un nombre incalculable de matinées chez Sciences Po Paris, parce que c'est avec eux qu'on a fait toute la cartographie, avec l'atelier de cartographie de Sciences Po. Donc à réfléchir avec eux sur jusqu'où s'était étendue l'emprise islamique en Inde au XIVe siècle, et s'il fallait arrêter là ou là. Donc on travaillait avec un excellent historien qui est Gabriel Martinez-Gros, et avec Sophie Macario, la présidente du département, la responsable, la directrice du département.
Et ça a été super de travailler avec eux. Moi, j'ai appris vraiment énormément de choses. Là, et puis on s'est amusé. Et puis ma période aussi au musée Guimet, parce qu'à Guimet, dans une toute petite équipe par rapport au Louvre, Guimet c'est minuscule. Hein, il y a 160 personnes à Guimet, il y en a 2300 au Louvre. Donc se retrouver dans une toute petite équipe, on fait des choses que j'avais jamais fait au Louvre et que je n'ai jamais refait au Louvre par la suite. C'est-à-dire travailler sur les œuvres, sur les collections permanentes, installer les œuvres en vitrine, travailler sur l'installation des expos temporaires. Ça, j'avais jamais pu le faire au Louvre. Donc ça, c'était fabuleux. C'est ça qui est bien dans les musées à plus petite échelle, c'est que, et ça reste quand même le musée national des arts asiatiques, mais voilà, ça reste une collection fabuleuse, mais on fait tout. Ouais. Et est-ce qu'il y a certains défis ou difficultés que vous avez rencontrés dans votre carrière, même si c'est au Louvre, on sait quand même que le Louvre a plus de budget qu'un petit musée local, par exemple. Est-ce que vous avez quand même eu quelques difficultés assez notables? Non. Pas de difficulté véritable. Hein. Moi, je suis arrivé au Louvre au moment où c'était le royaume de la culture, c'est-à-dire à l'époque de Jack Lang. On aime ou on n'aime pas le personnage, mais c'est une période où dans le domaine culturel, il s'est passé plein de choses. Donc on avait, en gros, on pouvait faire ce qu'on voulait. On avait tous les moyens. On n'avait pas de limite financière sur ce qu'on voulait bâtir. Donc on a pu se lancer dans des choses qui aujourd'hui ne seraient pas possibles pour des raisons budgétaires. Donc vraiment de grosses difficultés, non, jamais, ni au Louvre, ni à Guimet. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vraiment buté sur quelque chose que je n'ai pas pu faire. Bah, tant mieux. Et donc vous avez vu le projet du Grand Louvre se mettre en place, se développer. Vous en avez pensé quoi au début je l'ai vu du début jusqu'à la fin. Moi, je suis arrivé au Louvre en mai 88, donc la pyramide, dans mon souvenir, les plaques de verre n'étaient pas encore toutes posées. Donc la pyramide était en travaux, on s'est installé sous pyramide dans nos bureaux. On a été les premiers bureaux terminés sous pyramide, donc on s'est installé sous la pyramide, ça devait être en novembre ou décembre 88, donc 4-5 mois avant l'ouverture. Donc on a vécu au milieu du chantier pendant les premiers mois, et après j'ai vu toutes les étapes du projet Grand Louvre, depuis l'inauguration de la pyramide, l'inauguration de l'aile Richelieu, les inaugurations des écoles italiennes dans la Grande Galerie. Oui, dans la Grande Galerie et dans la salle des États, les inaugurations progressives de la peinture française à Richelieu et autour de la Cour Carrée, la refonte du département égyptien, des antiquités orientales, des antiquités grecques, étrusques et romaines, l'arrivée du Quai Branly au pavillon des Sessions. Donc tout ça, je l'ai vécu directement. Jusqu'à l'islam, qui a été, on va dire, la dernière pierre, en quelque sorte, du projet lui-même. Puis maintenant, il y a aussi le nouveau département qui arrive... des chrétientés d'Orient, de Byzance et la chrétienté d'Orient. Y a-t-il une exposition ou un événement qui vous a particulièrement marqué, vraiment hors parcours professionnel, juste une exposition que vous avez visitée Qu'est-ce qui m'a vraiment marqué dans le parcours professionnel, il y en a une, c'est Byzance. L'expo sur Byzance qui a eu lieu pas longtemps après l'ouverture de la pyramide, ça devait être au tout début des années 90, parce que c'est la première fois, moi, que je voyais un ensemble de textiles byzantins, de soieries qui venaient, je me souviens en particulier du trésor de la cathédrale de Sens, mais des pièces qui ne sont jamais montrées, il y a des trucs absolument fabuleux. Donc ça m'avait, dans les expos au Louvre, c'en est une qui m'avait vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Et sinon, d'expositions qui m'ont vraiment intéressé, je me souviens de l'exposition sur Rembrandt qui a eu il y a quelques années au Rijksmuseum à Amsterdam, sur la dernière période de Rembrandt. Que j'ai vu 2 fois et qui était vraiment magnifique. Et puis l'été dernier, j'ai vu à Berlin 2-3 expositions qui étaient vraiment très très belles. L'exposition sur Frans Hals, qui avait eu lieu d'abord à Londres, si je me souviens bien, ensuite à Amsterdam et qui se terminait à Berlin, était absolument fabuleuse. Et il y avait la même année, au même moment, dans le même bâtiment à Berlin, une exposition sur Van Heemskerk, qui est un artiste flamand, hollandais de la fin du XVIe siècle, qui a vécu pas mal de temps à Rome. Et Berlin dispose de la quasi-totalité de ses carnets de dessins. Donc ils avaient exposé pour la première fois tous les dessins avec les vues de Rome qu'il a faites à cette époque-là. Et l'expo il n'y avait pas grand monde, elle était petite, mais elle était absolument magnifique. Et il y avait une très belle expo où là j'ai découvert quelqu'un que je connaissais très mal, c'était Andy Warhol.
Il y a eu une expo sur Andy Warhol à la Galerie Nationale au même moment. J'ai dû voir les 3 expos en 2 jours, mais qui étaient très très belles aussi. Totalement différentes de mes centres d'intérêt classiques, mais j'ai vraiment découvert ce... Et donc, vous avez pu voyager pour certaines fouilles archéologiques, un peu dans le monde J'ai travaillé les fouilles en Égypte, donc, mais j'ai fait mes classes en archéologie à Douai, dans le Nord. D'accord. Pour le musée archéologique de Douai, pendant 3 ans, j'ai fait des fouilles à Douai tous les étés, sur un site qui était médiéval, essentiellement, jusqu'à la période moderne, mais qui était surtout un site 12e, 13e, 14e siècle, en plein centre de Douai. Et est-ce qu'il y a un moment lors des fouilles qui vous a particulièrement marqué, comme une trouvaille ou un moment... Trouvaille, non. Parce qu'en Égypte, on travaillait sur un site militaire dans le Sinaï. Les militaires ne sont pas des grands créateurs dans le domaine artistique. Donc on n'a jamais découvert d'objets ou de choses comme ça qui soient particulièrement notables. À Douai non plus, c'était des vestiges de bois en bord de rivière. Donc c'était pas forcément des vestiges très représentatifs. Oui. Donc vraiment d'expériences de ce type, non, pas vraiment. Plein de petites choses intéressantes, mais rien de très spectaculaire. En Égypte, on ne trouve pas des sarcophages tous les jours, ni des choses comme ça facilement, en fin de compte. Vous avez écrit certains livres dans votre carrière. Est-ce que vous pouvez parler un peu de cette expérience en tant que personne dont ce n'est pas le métier principal, vraiment d'écrire un livre à côté, dans son temps libre, on va dire Alors, j'ai commencé presque c'était associé au travail. Enfin, quand les tout premiers ouvrages que j'ai faits, c'était des publications pour enfants qui m'avaient été commandées par le service des éditions, tout simplement du Louvre, qui était dans la même direction. Donc, les collègues du service des éditions, le premier, c'était un livre sur le Louvre médiéval. Donc, que j'avais fait pour enfants. Et puis, c'est vrai que ça m'a amusé. Ça m'a amusé. Donc, comme l'ouvrage était plutôt pas trop mal, et c'était bien vendu, le service des éditions m'en a commandé toute une kyrielle par la suite. Donc, il doit y avoir pas loin d'une vingtaine de publications au total, pour l'essentiel commandées par le Louvre. Il y a juste 2-3 publications que j'ai fait à l'extérieur, mais en dehors d'un livre que j'ai fait sur ce qui avait été mon sujet de thèse autour de l'urbanisme en Égypte, qui est le seul livre que j'ai fait vraiment indépendamment du Louvre. Les autres, ça a toujours été des coéditions, des co-publications demandées par le service des éditions du musée. Donc j'en ai fait pas mal, ça m'a toujours amusé, j'aime bien écrire. Donc c'est pas trop compliqué ça. Super. Quelle est la chose que vous avez le plus aimé dans votre travail, dans tout ce que vous avez pu faire? Je dirais que c'est certaines périodes au musée Guimet. Certaines périodes quand on travaillait à la reprise des collections permanentes. Donc on passait des soirées entières à descendre en réserve pour chercher des objets, choisir des objets qu'on allait mettre dans les salles, travailler. Sophie Macariou est une amie depuis longtemps, donc travailler avec elle quand elle me chopait le soir en me disant tiens, tu vas pas rentrer chez toi, viens avec moi, je descends en réserve, et on allait faire notre marché en réserve sur ce qu'on allait présenter dans les collections du musée. Donc ça c'était génial. Ou la présentation, la préparation des expos temporaires aussi, les 2-3 derniers jours où tout se mettait en place, où tout se préparait, tout se peaufinait. C'était des moments extrêmement, très, très, très intéressants. Et ça doit être très satisfaisant de voir une exposition être presque mise en place lorsqu'on a bien travaillé dessus. Ah oui, non, puis on terminait, je me souviens de fois où on passait le balai, on ramassait les dernières choses pendant que Sophie Macariou faisait le discours de présentation de l'exposition. Donc on savait qu'on avait 10 minutes pour tout terminer, pour tout ramasser avant que les invités arrivent. Mais ça, c'était super. C'est un peu le côté fait main ou c'est fait maison, quoi, on va dire. Il n'y a pas une personne qui a une tâche et tout est bien fait parfaitement. Voilà, on fait avec les moyens du bord. On faisait tout jusqu'au dernier moment. On rafistolait tout ce qu'on pouvait. Super. Donc là, aujourd'hui, vous êtes à la retraite, enfin en demi-retraite, on va dire, car vous travaillez toujours. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous faites aujourd'hui et aussi comment vous vivez votre retraite après avoir vécu tant de choses? Ce que je continue à donner des cours. Donc je donne des cours en plus de mon travail au Louvre depuis
depuis plus de 30 ans maintenant. Donc je continue à donner des cours, plusieurs domaines, archéologie égyptienne bien entendu, épigraphie égyptienne. Donc je donne des séminaires d'épigraphie égyptienne au Centre d'histoire de l'art à Chatou et des cours d'archéologie égyptienne là. Mais je travaille aussi beaucoup sur le monde germanique, donc architecture, sculpture et peinture dans le monde germanique depuis le Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle. Donc je donne des cours dans des sociétés d'amis de musée, des choses comme ça, des cours et des conférences qui m'occupent quand même pas mal. Donc j'ai encore un certain nombre d'activités à côté. Et sinon, la retraite, ça se vit très bien. Ça fait très bien. bien. Oh là, très très bien. On apprend très vite à ne plus se réveiller tôt, à traîner quand on a envie de traîner et à plus avoir de contraintes. C'est une retraite bien méritée. Oui, et heureuse. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite travailler dans un musée ou dans le patrimoine ? C'est plus compliqué maintenant que ça l'était à l'époque où j'ai commencé. Moi, on est venu me chercher, pratiquement. J'ai pratiquement pas eu à postuler. On m'a dit, il y a un poste, si ça t'intéresse, tu y vas. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, c'est plus compliqué, mais c'est plus le même monde. Oui. C'est plus le même monde, c'est plus la même chose, c'est plus les mêmes outils, c'est plus les mêmes gens, c'est plus les mêmes connaissances, c'est différent. C'est pas ni mieux ni moins bien. C'est plus la même chose. C'est différent, mais c'est des métiers qui restent passionnants. Oui. C'est des métiers qui restent super. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, allez-y, foncez. Si on est passionné par ça, on y arrivera toujours. Mm-hmm. On trouvera toujours un moyen pour rentrer par la fenêtre, par le soupirail, par le trottoir, par la porte, je ne sais pas où, mais on trouve toujours le moyen d'aboutir. Et vous pensez que ce serait quoi le profil parfait pour une personne dans le patrimoine ? Le travail d'équipe, être passionné ? Oui aussi, et non. Ouais. Oui et non, on peut travailler sur des sujets seul, vraiment sans difficulté. Non, je pense qu'il faut continuer à avoir en tête le fait qu'il faut avoir de l'œil pour faire l'histoire de l'art et de l'archéologie. Il faut avoir une mémoire visuelle très 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 importante. Il faut accumuler des dizaines de milliers d'images et les ressortir quand on en a besoin. Donc c'est je pense qu'il faut cette particularité physique qu'on n'est pas nombreux à avoir, mais et qu'on n'acquiert pas. Hein. C'est un truc qu'on a en naissant. Moi, j'ai jamais travaillé ma mémoire visuelle. Elle est là. Elle est là, on me file un catalogue avec 5000 photos, j'enregistre les 5000 photos. C'est comme ça, j'y suis pour rien, mais c'est un énorme avantage. Oui. C'est un énorme avantage parce que ça facilite énormément les recherches, les études et ces choses-là. Donc, quand on a cet élément-là, il faut le travailler. C'est vrai qu'à force de voir des images, lorsqu'on voit un tableau, par exemple, on peut reconnaître un peu la période dans laquelle elle a été faite, la zone géographique. C'était les jeux à l'université. On avait des jeux contrairement à l'école du Louvre, on a 20 minutes pour commenter une image. À la fac, on avait 10 secondes pour identifier une œuvre. Oui. On nous interrompait pendant notre oral, on nous montrait une image et il fallait dire ce que c'était. Ou en tout cas, avoir un raisonnement qui permette de montrer qu'on avait compris ce que c'était. Voilà. Dire voilà, il y a tel élément, c'est italien. Il y a tel élément, c'est plutôt 15e siècle. Il y a tel élément, c'est plutôt florentin. Si on est au 15e siècle en Italie, à Florence, ça peut être un tel ou un tel. Et tel élément font que c'est plutôt un tel. Et même si on avait une identification qui n'était pas juste, la qualité du raisonnement fait qu'en fin de compte, ça passait. Et c'est ce qu'on nous demandait. C'est vrai qu'on a eu ça en oral de spécialité, mais du coup, ça dépend vraiment des professeurs. Mais c'est vrai que c'est satisfaisant de reconnaître directement les œuvres ou le style. Et moi, ça m'amusait. Ce jeu-là, ça m'a toujours amusé. Donc maintenant, on passe à la deuxième partie de cet entretien et je vais vous demander de présenter une œuvre qui vous a touché. Alors, une œuvre qui m'a touché, il y en a pas mal, mais on va rester dans des domaines qui ne sont pas ceux de l'Égypte. Il y a une période que j'aime beaucoup, c'est le XVe siècle, un petit peu partout. En Italie, autant que dans les écoles du Nord, mais c'est vraiment les écoles du Nord qui m'attirent le plus. Moi, j'aime le côté très minutieux, très miniaturiste des peintres du Nord au XVe siècle, autour de Van Eyck ou dans les successeurs de Van Eyck. Donc, il y a
3 petits tableaux qui sont exposés dans une même vitrine au même endroit. Ça nous ramène vers l'Allemagne, c'est à Berlin, la galerie de peinture de Berlin. Je vais plusieurs fois par an à Berlin. Et en général, le premier jour, je vais systématiquement regarder cette vitrine à la galerie de peinture où il y a dans un même espace 3 petits tableaux. Il y a une petite Vierge à l'enfant de Van Eyck, qu'on appelle la Vierge dans l'église, qui est un petit tableau, il doit faire à peine 20 cm de haut sur 10 cm de large, donc vraiment une toute petite œuvre avec une multitude de détails. Il y a à côté un autre tableau de Van Eyck, qui est le portrait de Baudouin de Launoy. Baudouin de Launoy, il avait été bourgmestre de Lille, bourguignon, donc à l'époque où Lille faisait partie des Flandres, donc appartenait au duché de Bourgogne. Et parce que quand on le regarde, on voit les poils de la barbe qui poussent, on a l'impression que ça sort de la toile. Donc il y a un réalisme quasi photographique que je trouve absolument fabuleux. Et puis il y a dans la même vitrine un tableau qui est un des plus beaux portraits du XVe siècle. C'est un petit portrait de jeune fille, parce que là aussi ça fait une vingtaine de centimètres de haut, par Petrus Christus. Et le petit portrait de jeune fille de Petrus Christus, c'est vraiment une œuvre essentielle dans l'histoire de l'art du XVe siècle et qui a eu une très très grande célébrité dans la période de l'entre-deux-guerres. Parce que cette petite jeune fille qui a le front complètement dégarni avec une espèce de coiffure qui lui couvre la tête, elle correspond complètement à l'idéal de beauté des années 20. Donc dans les années 20, c'est une œuvre qu'on utilisait beaucoup, comme une autre berlinoise à la même époque, c'est Nefertiti, parce que ça correspondait complètement à l'idéal de beauté de cette époque-là. Et le petit portrait de Petrus Christus, moi, s'il y avait une œuvre à sauver de la destruction, ce serait celui-là. Beaucoup plus que la Joconde ou que des grands formats 17e ou 18e, parce que c'est un tableau que je trouve touchant. Elle a un regard, il y a un velouté dans le rendu des textures qui est absolument fabuleux. Donc ce serait du XVe siècle, ce serait plutôt flamand. D'accord. Donc il y a ces 3 œuvres-là, parce qu'elles sont côte à côte et qu'elles sont aussi belles l'une que l'autre, mais ça pourrait être les époux Arnolfini à Londres, ça pourrait être la Vierge au Chancelier-Rollin au Louvre, ou des œuvres de ce type. Donc ce serait plutôt du XVe siècle néerlandais. D'accord. Tout ce qui est Ars Nova, le début de l'huile sur toile. Toutes ces périodes-là. Vraiment, Van Eyck, Petrus Christus, Van der Weyden, jusqu'à Memling. Mais Memling, c'est déjà presque un peu trop tardif pour moi. Oui, parce qu'il a des contacts avec les Italiens. Voilà, donc, un peu trop marqué. Ce que j'aime beaucoup, c'est dans la peinture du Nord, c'est vraiment le dégradé sur les ailes des anges qu'ils font. Oui, c'est magnifique. Les dégradés de couleurs, ces choses-là. Non, ils font des trucs magnifiques, mais j'adore Bellini. Giovanni Bellini, c'est pareil, quand je vais à Venise, première sortie, c'est à San Zaccaria, parce que le grand retable de San Zaccaria, je suis capable de rester des heures devant. Vraiment de m'asseoir dans l'église et de rester des heures à le regarder. On va passer rapidement au sujet d'actualité. En début d'année, nous avons appris l'existence d'une note écrite par Laurence Descartes, présidente du musée du Louvre, adressée à la ministre de la Culture, Rachida Dati. Elle alerte sur l'état de dégradation du musée, victime de son succès. Les dispositifs seront mis en place dans le projet Nouvelle Renaissance, comme la création d'une nouvelle entrée dans la colonnade de Perrault, ainsi que la création d'une salle dédiée à la Joconde dans l'aile Sully aux côtés du Louvre médiéval. Tout d'abord, je voulais vous demander, la dégradation du Louvre était-elle prévisible selon vous ? Elle existe depuis, moi ça fait 36 ans que j'y travaille, elle existe depuis 36 ans. C'est-à-dire que dans les mois qui ont suivi l'ouverture de la pyramide, quand il pleuvait beaucoup à l'extérieur, il y avait des seaux sous la pyramide, alors qu'elle avait été inaugurée quelque temps plus tôt. Donc les fuites d'eau dans un musée, quand on a des centaines de mètres carrés de verrières, c'est quelque chose qui est logique. En plus, dans un bâtiment dont certaines parties remontent jusqu'au début du XIIIe siècle, c'est quand même particulièrement évident, sachant que les dégradations les plus importantes, elles sont dans des zones où on les connaît depuis très longtemps. Je veux dire, les dégradations, elles sont en particulier dans le pavillon de l'horloge,
dans le pavillon Sully. Et le pavillon Sully, tout le monde sait, quand on a fait un peu de recherche sur l'histoire du palais, que c'est un bâtiment du XVIIe siècle, construit par Le Mercier, donc au début du règne de Louis XIII, à la demande de Louis XIII, début du XVIIe siècle, et qu'au XIXe siècle, on a plaqué une nouvelle façade sur ce pavillon. Donc on a conservé la façade ancienne, et contre elle, on est venu plaquer un nouveau mur. Entre les deux, l'eau s'infiltre depuis le départ. Donc le pavillon d'horloge, il y a toujours eu des problèmes d'humidité et d'infiltration dans ces zones-là, parce qu'on a deux façades plaquées l'une contre l'autre, et que obligatoirement ça remonte, l'humidité remonte entre les deux façades. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Les verrières du Louvre qui fuient, c'est comme dans n'importe quel bâtiment qui a des verrières importantes. Dès qu'il y a un peu de vent, dès qu'il y a le moindre problème dans le verre qui est utilisé, ça fuit à l'intérieur. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on a toujours connu au Louvre. Alors c'est pas pour ça que c'est bien, mais je veux dire, on a l'impression que là, du jour au lendemain, on découvre qu'il y a des problèmes au Louvre. Non, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu, et en interne, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, et faut faire quelque chose, bien entendu, mais là, faut s'en donner les moyens, et puis il faut peut-être hiérarchiser les choses de manière un peu plus évidente par rapport à ce qu'on fait depuis 2 ou 3 ans. Oui. Parce que c'est pas le cas. Et puis, la politique du musée, c'est un peu de dire, voilà, avant nous, il s'est rien passé. Si, avant la direction actuelle, il s'est passé des choses. Je veux dire, on peut ne pas apprécier le personnage de Jean-Luc Martinez, mais on peut pas dire qu'il n'a rien fait. Il y a eu beaucoup de restaurations, beaucoup de reprises, beaucoup d'éléments qui ont été faits systématiquement. Tous les présidents directeurs, Michel Laclotte, Pierre Rosenberg, Henri Loiret, puis Jean-Luc Martinez, ont fait des choses pour essayer de contrer ces difficultés. Mais ça demande des moyens tellement grands que, de toute manière, depuis 30 ans, la culture n'a plus les moyens qu'elle avait à l'époque de François Mitterrand. Donc maintenant, c'est plus compliqué. Et puis maintenant, il faut savoir poser des priorités. C'est très bien qu'on demande de l'argent et qu'on bâtisse des grands projets. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que le musée, l'année dernière, s'est quand même payé un Chardin pour 28 millions d'euros, un Cimabue pour 24 millions d'euros, un plat du service d'Isabelle d'Este en majolique pour 2 800 000 euros, si je me souviens bien. Des majoliques italiennes, on en a 750 dans la collection. Des Chardins, on en a 34 ou 35. Ça en fait un 36e, c'est bien, mais c'était peut-être pas une priorité. Le Cimabue, il est intéressant, le petit Cimabue qu'on a acheté, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il est totalement ruiné. Donc mettre 24 millions d'euros dans une œuvre ruinée, je ne sais pas si on en a les moyens. Et si on se dit que c'est 55 millions d'euros pour ces 3 acquisitions-là, si on les avait utilisés, et les mécénats qui sont associés à le musée n'a pas payé, lui, le prix de sa cagnotte, 55 millions d'euros, mais si les mécénats avaient été redirigés vers des priorités qui sont, c'est moins fun, c'est moins sexy, mais l'entretien des verrières et la reprise des éléments où il y a de l'humidité, je pense qu'il y a un moment où il faut savoir mettre des priorités dans sa politique. Parce que, je veux dire, le Chardin, il est magnifique, c'est pas du tout, c'est une œuvre absolument fabuleuse. Mais est-ce qu'on avait besoin d'un 35e Chardin ? C'est peut-être pas une priorité. On a quand même plus besoin de verrières qui tiennent et qui permettent la préservation des œuvres. Donc là, pour moi, c'est un manque de lucidité dans les priorités du musée. Une nouvelle entrée, pourquoi pas, mais l'entrée, c'est pas nouveau. L'entrée au niveau de la colonne de Perrault, ça fait, je pense que depuis le 19e siècle, on en parle. Il y a eu des entrées dans la cour carrée. Quand on regarde les plans des années 1900, il y a une entrée vers le département égyptien, une entrée vers la Syrie, une entrée vers les anciennes salles coptes. Il y a les 2 entrées des escaliers, Henri II et Henri IV, et il y a une entrée vers les salles où il y a la sculpture grecque à l'heure actuelle. Il y a au moins 6 entrées dans la cour carrée qui étaient ouvertes au public. Donc il y a toujours eu des entrées multiples. On a choisi le principe de la pyramide. La pyramide, c'est l'entrée unique. Mais des autres entrées faciles à utiliser, faciles à ouvrir, il y en a d'autres au Louvre. Il y a la porte Barbet de Jouy qui donne sur le quai.
dans la salle du manège, avec une grande salle derrière qui a besoin d'être reprise parce que sa muséographie a vieilli. Là, on a un espace qui fait 400 mètres carrés, 500 mètres carrés, qu'on peut utiliser comme entrée secondaire. Est-ce que c'est judicieux de se lancer dans 800 ou 900 millions d'euros de travaux, si tout se passe bien, dans un délai qui est ridiculement court, parce que ça veut dire en gros que les travaux vont commencer avant la fin de l'année. Et on se demande s'ils ont réfléchi au fait que construire une nouvelle salle pour la Joconde sous la cour carrée, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais sous la cour carrée, entre le Louvre médiéval et la colonnade de Perrault, il y a l'enceinte de Philippe Auguste. On en fait quoi de l'enceinte de Philippe Auguste ? On n'a jamais véritablement regardé dans quel état elle était. On n'a jamais véritablement fouillé. Il y a eu quelques sondages, mais si on tombe sur une enceinte de Philippe Auguste bien conservée, on fait quoi ? On la fait sauter ? Non. Donc ça veut dire qu'au dernier moment, en fonction des découvertes qui vont être faites, ça va ralentir le chantier parce que ça nous met des années dans le nez pour étudier les vestiges et les mettre en valeur. Ça veut dire une augmentation considérable du prix. Donc les 800 ou 900 millions vont très vite devenir 1,2 milliard, 1,3 milliard, 1,4 milliard, pourquoi pas 1,5 milliard. Et malheureusement, on n'a plus les moyens. Donc je pense vraiment qu'on imagine vivre au-dessus de nos moyens. Donc vous pensez qu'ils réussiront à mettre en place au moins une salle ou peut-être réaménager d'autres salles pour la Joconde ? Peut-être. La question avait été posée à un moment et elle n'était pas idiote, qui était de dire mais le problème du Louvre, c'est que tout le monde va dans la même zone, tout le monde va à Denon. Parce qu'à Denon, il y a la Victoire de Samothrace, à côté il y a la Vénus de Milo, et à l'étage il y a la Joconde. On avait réfléchi à un moment en se disant, mais est-ce que utiliser le deuxième étage de Richelieu, où on a, avec la salle où il y a la Galerie Médicis, tout simplement, un immense espace très bien dégagé, est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre la peinture italienne par là ? Et dans ce cas-là, remettre, pourquoi pas, dans la grande galerie, la peinture française. C'est le cœur des collections du musée. Je veux dire, c'est quand même dommage de se dire que le Louvre, c'est plus de la moitié de la collection du département des peintures, c'est les peintures françaises, c'est le musée national, donc c'est de très loin et incontestablement la plus grande collection au monde de peintures françaises. Elle est au deuxième étage de Richelieu et de Sully, où personne ne va. Ah oui, alors, ça me va, du coup je suis très contente. Parce que, mais bon. On est très bien, non, mais c'est dommage. C'est quand même pas une bonne mise en valeur de ce qui est le principal trésor du musée. C'est sûr. Certes, on a des beaux Hollandais, on a des beaux Flamands, on a des beaux Italiens, mais le Louvre, c'est quand même avant tout la peinture française. Il y manque aucun chef-d'œuvre, pratiquement. Donc, je pense qu'il y avait des choses à réfléchir, là, on verra, mais je me dis que, vu la situation économique et politique générale, c'est un projet qui va obligatoirement évoluer. Et puis, il y a tous les éléments associés au monument historique. Je veux dire, les fossés de la colonnade, ils sont classés. Donc, c'est bien ou c'est pas bien, mais ils sont classés. Si on commence à classer, à déclasser ce genre de lieu, c'est la porte ouverte à tous les abus. Oui, non. Donc, on verra bien. On verra bien. Deviendra voilà, ça va. Les mois à venir vont permettre de fixer les choses, je pense, de se rendre compte de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut pas faire. Mais là, il commence à y avoir, je veux dire, depuis une semaine, toute une série d'articles qui sortent et qui sont très, très opposés, en fin de compte, au projet. Il y a eu un article dans la Tribune de l'Art hier ou avant-hier. On s'y attendait, on attendait tous. Il y a eu l'article dans l'Express la semaine dernière. Il y a eu un article dans Le Monde aussi, où les gens se posent la question, en disant, mais est-ce qu'on a encore les moyens de mener une politique culturelle comme celle-là, avec des dépenses absolument colossales. On verra bien, mais c'est vrai que c'est un projet qui est assez étonnant et peut-être, qui n'est pas forcément réalisable, surtout pour le moment. Dans l'idéal, oui. Si on n'a aucun vestige sous la cour carrée, c'est très bien. Si on peut trouver un moyen d'utiliser les fossés de la colonnade sans sacrifier cette façade-là, c'est très bien. Si on trouve 1 milliard d'euros, c'est très bien. Mais il y a beaucoup de si qui font que moi ça me paraît très très ambitieux, peut-être trop ambitieux en tout cas. On verra bien.
Alors, je vais vous poser une dernière question. Donc là, on a parlé d'antiquité, de peinture, et donc de façon plus large, est-ce qu'il y a d'autres œuvres concernant d'autres arts qui vous plaisent, notamment dans le cinéma, comme un réalisateur par exemple? Ah, ça c'est plus compliqué. Je vais très 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 peu au cinéma. Et c'est vrai qu'en fin de compte, moi, tous mes loisirs me ramènent vers l'histoire de l'art, vers le musée, vers l'archéologie ou la musique. D'accord. Ça, j'aime la musique, mais le cinéma n'est pas quelque chose qui me fait vibrer, dans le sens où pour moi, c'est pas un truc vivant. C'est-à-dire qu'on est dans... J'arrive pas à rentrer dans un film. Il y a des films que j'aime, mais j'ai du mal à rentrer dans quelque chose qui est une espèce de vie artificielle. Ce que je dis n'est pas, c'est pas péjoratif, je veux dire, mais j'ai du mal à rentrer dans du cinéma, je dirais, d'actualité contemporaine. Je rentrerais plus facilement dans un western ou dans ce genre de choses, parce qu'il y a justement une rupture dans le temps, une coupure dans le temps, qui fait que j'arrive mieux en fin de compte à rentrer dedans. Mais cinéma vraiment contemporain, j'y vais très très peu. J'ose à peine le dire, mais cela fait plus de 10 ans que je ne suis pas retourné au cinéma. Ce sera peut-être l'occasion lors de votre Exactement, retraite. mais c'est pas du mépris ni quoi que ce soit, mais disons que je ne peux pas tout faire. Oui. Donc ma Bien sûr. priorité, c'est les trucs qui m'intéressent le plus, c'est les expos, c'est les musées, c'est l'architecture. Je regarde beaucoup autour de moi. Et là, en architecture contemporaine aussi, je veux dire, là, mon regard, il couvre des périodes très très variées, des cultures extrêmement variées aussi. Moins le cinéma et le théâtre. Et si vous regardez un film historique, est-ce que vous réussissez en tant qu'historien de l'art à mettre en off votre cerveau Ah oui, sans je suis très bon public. Ah oui, non, ça je peux. J'ai regardé, mais c'est pas vraiment, c'est du cinéma, mais c'est télévisé, la série Rome, par exemple, j'ai adoré. J'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça superbement bien fait, et très très bien documenté. Non, on peut me montrer ce qu'on a dans la terre des pharaons, hein, des armées égyptiennes sous Khéops qui défilent sur des dromadaires, ça m'empêche pas de dormir. Oui, Napoléon. Même si les dromadaires sont arrivés 3500 ans après en Égypte, mais bon. Non, je suis très bon public. Voilà, Napoléon qui tire un boulet de canon dans les pyramides pour la bataille des pyramides. Oui, ou là, justement, dans la terre des pharaons, la méchante reine qui essaye d'assassiner la gentille reine avec un serpent qui finit ensablée, vivante dans la pyramide. Donc, je trouve ça très bien. Vous aurez mis tous les clichés. Ah oui, non, ça j'adore. D'accord. J'adore, donc ça passe très bien. Je vous remercie beaucoup, Daniel. Merci beaucoup de passer des documentaires Arte à la chroniqueuse néophyte. Voilà. Non, merci, c'était super intéressant. Bon, et c'est j'espère que ça aura, je suis sûre que ça aura aidé de nombreuses personnes à un peu découvrir le milieu des métiers, surtout des musées. Merci beaucoup. Merci à vous. L'interview est terminée. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura permis d'en apprendre plus sur les métiers du patrimoine. Je voulais encore une fois remercier Daniel ainsi que le personnel du Centre d'études d'histoire de l'art de Chatou pour leur patience ainsi que pour le prêt des locaux. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Voix de l'art.